Bonjour à tous. Merci donc à Édouard Barre et à Rodrigo Abarca de m'avoir proposé de venir exposer les travaux de mon groupe sur cette thématique qui est la télédétection. Donc on va continuer à parler de la pluie, la télédétection de la pluie dans les tropiques, mais avec un aspect très particulier de choses qui sont en train d'être développées, qui est l'utilisation de données dites d'opportunité, de mesures d'opportunité. Alors, je parlerai très rapidement de pourquoi on veut mesurer la pluie dans l'atmosphère tropicale et pourquoi on a besoin d'aller chercher des moyens comme la télédétection ou les mesures d'opportunité. Françoise a fait une magnifique introduction, donc j'irai vite sur cette partie-là. Ensuite, je parlerai de la télédétection, on va dire un peu traditionnelle, tout ce qui est le satellite, ce qu'elle apporte et ses limites, et pourquoi il est très intéressant d'utiliser des mesures d'opportunité qui, à mon avis, sont un type de données qui est amené à se multiplier en sciences. Alors, bon, voilà, la pluie dans l'atmosphère tropicale, comme je disais, ça a été très bien introduit. Toute la problématique a été très bien introduite par les deux présentations précédentes. Ce que je voulais juste noter, c'est que quand on regarde la pluie à des échelles genre climatiques, là on a une carte de pluie, c'est un composite interannuel sur plusieurs années des pluies de juillet à septembre dans l'atmosphère, enfin, sous les tropiques. Mais quand on regarde ce genre de carte, on a un peu l'impression qu'on a affaire à un champ continu. Par contre, si on regarde la pluie à des échelles beaucoup plus fines qui sont l'échelle microphysique, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur des nuages et des précipitations elles-mêmes. En fait, la pluie, et bon, Françoise l'a un peu évoqué en fait, dans ce qu'elle a présenté, c'est le résultat de processus physiques et microphysiques à l'intérieur des nuages, et c'est par nature en fait un processus très discontinu, même si on a souvent affaire, surtout quand on est hydrologue, à une vision un peu continue des précipitations. Est-ce que si on est entre deux gouttes, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il ne pleut pas? Bon, c'est des questions quasiment philosophiques en fait. Ce passage d'un processus complètement discontinu au champ qui en résulte. Et ce couplage en fait, ou comment cette microphysique se traduit à des champs, à l'échelle climatique, c'est via évidemment l'échelle des systèmes nuageux précipitants où tous ces processus de génération ont lieu, et c'est l'efficacité de ces processus à l'intérieur de ces systèmes précipitants. Est-ce que les pluies se réévaporent ou pas, comme l'a montré Françoise, ou pas, qui vont faire qu'on aura ce genre de carte au final, qui est donc, ces cartes, c'est la somme de choses comme ça, qui eux-mêmes sont la somme de choses comme ça. À l'intérieur, évidemment, des précipitations, des systèmes précipitants, on a, dans la majorité des cas, ce genre de configuration où on a ce qui intéresse souvent les utilisateurs de la pluie, les hydrologues, les gens qui s'occupent du cycle de l'eau continentale, c'est-à-dire la pluie en bas, la pluie au sol, le flux qui entre dans le système terrestre, on va dire. Mais si on regarde les précipitations, enfin, un système précipitant, qui est un système éminemment tridimensionnel, dans la partie haute des nuages, qui est froide à cause du gradient de température dans l'atmosphère, on a de la glace. À une altitude proche de l'isotherme zéro, on a de la glace qui fond, donc on a des espèces de particules hybrides en fait, et puis en bas on a de l'eau. Et cette structure tridimensionnelle en fait de la pluie est le fait qu'on a une grande variabilité dans le domaine vertical, en plus de la variabilité dans le domaine horizontal, et le fait qu'on a à l'intérieur de, quelle que soit l'échelle où on regarde la pluie, à moins qu'on ne la regarde qu'à l'échelle du millimètre parce qu'on s'occupe d'une goutte, on a de la variabilité. On a de la variabilité spatio-temporelle à toutes les échelles. Et cette structure tridimensionnelle de la pluie, enfin des systèmes précipitants, elle est très importante pour la télédétection justement de ce qui nous intéresse, qui est la pluie au sol. Une autre caractéristique en fait de la pluie, donc cette chose qui apparaît comme un champ continu à cette échelle-là, c'est qu'en fait ce sont des processus extrêmement intermittents
Et ça pose des problèmes, justement, quand on cherche à les mesurer, et notamment quand on cherche à les interpoler. Et ça pose, évidemment, cette grande variabilité, et notamment ces processus d'intermittence posent des gros soucis d'échantillonnage de cette variable qui porte bien son nom, parce qu'elle est vraiment éminemment variable. Alors, pourquoi on s'intéresse aux précipitations en particulier en zone tropicale? Ça a été très bien rappelé. C'est l'entrée, en fait, selon comment on se place, hein, c'est l'entrée ou la sortie, mais c'est quand même, pour les humains qui vivent quand même plutôt sur Terre, c'est effectivement l'entrée du cycle de l'eau continentale. Et ces excès et ces déficits, alors une fois de plus, à différentes échelles, peuvent avoir des conséquences dramatiques, que ce soit des sécheresses ou des inondations, l'autre extrême. Alors parfois, au Sahel, qui a été évoqué précédemment, on peut avoir les deux dans la même année, hein, une grosse sécheresse et puis une pluie arrive et elle inonde tout, donc ça pose de gros soucis. Et donc il est important d'observer ces phénomènes, déjà pour mieux les comprendre, et si on les comprend mieux, si on comprend mieux les processus, on est en mesure de mieux les modéliser. Et puis ensuite, parce que il faut surveiller ce qui se passe pour pouvoir éventuellement anticiper, avoir des réponses. Si on voit des systèmes susceptibles de créer des inondations, il faut peut-être alerter les populations. Et puis, toutes les observations qu'on peut faire sur la pluie permettent aussi de valider notamment les prévisions météorologiques. Alors, la surveillance des événements pluvieux, et notamment des événements extrêmes, mais pas que, des événements pluvieux en général, donc à ces échelles où se passent les processus, c'est-à-dire, pour simplifier, ce qu'on appelle l'échelle convective, hein, de l'ordre du kilomètre à quelques kilomètres, 5 minutes, parce que c'est vraiment là que se passent les processus. Comment on fait de par le monde pour surveiller ces systèmes précipitants? En Europe, aux États-Unis, dans les pays, on va dire, industrialisés, l'instrument de base, en fait, c'est le radar météorologique. Et là, vous avez une carte, en fait. Donc, si vous êtes cycliste comme moi, c'est des cartes que vous surveillez beaucoup pour savoir si vous prenez ou pas votre vélo pour rentrer chez vous. C'est les cartes de pluie vues par le réseau de radar météorologique. On a ça toutes les 15 minutes avec une résolution de 1 km². Donc, c'est quand même très bien résolu. C'est très pratique et on a ça dans différents pays donc industrialisés. Les radars météorologiques, en fait, c'est un système de télédétection actif dans le domaine des micro-ondes, donc qui envoie de l'énergie dans l'atmosphère et après qui regarde ce qui est renvoyé vers le radar par les hydrométéores qui constituent les précipitations et les nuages. De fait de son type de balayage, en fait, il permet une exploration tridimensionnelle de l'atmosphère, bien analyser les phénomènes dangereux. On a appris énormément de choses sur la constitution interne des systèmes précipitants. On voit ici, par exemple, un exemple d'une carte, d'une tranche verticale dans un système précipitant, où on a pu, grâce à un type de radar particulier, polarimétrique, Doppler, qui sont ceux qu'utilise actuellement Météo France, en fait, on peut même dire qu'on pense qu'il y a, par exemple, un cœur de grêle à cet endroit précis, dans ce système précipitant-là. Donc, une information extrêmement riche. Ils n'ont qu'un seul défaut, ces radars météorologiques, c'est qu'ils sont extrêmement chers en termes de coût initial d'installation de l'appareil, d'achat et d'installation de l'appareil. On parle de 1 méga-euro par radar. Hein. C'est l'ordre de grandeur, mais extrêmement cher aussi en termes de maintenance. Et puis, il requiert des équipes techniques capables de s'occuper de ce genre d'équipement et puis aussi d'interpréter les mesures, etc. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le genre d'instrument qu'on peut développer et dont on peut généraliser l'utilisation sous les tropiques, où la plupart des pays sont des pays en développement et n'ont pas de services météo qui sont capables d'opérer ce genre d'instrument. En fait, il y a quelques cas de services hydrométéorologiques ou de services météorologiques, notamment en Afrique, qui ont des radars météo, mais de fait, ils ne fonctionnent pas, en fait. À part en Afrique du Sud, en fait, ces radars ne sont pas opérationnels. Donc, c'est finalement des investissements à perte. Alors,
Une alternative, évidemment, et un complément, c'est l'estimation de la pluie à partir du satellite. Alors, je vais aller assez vite parce que ce n'est pas l'objet principal de ma présentation. L'estimation de la pluie par satellite, c'est une estimation extrêmement indirecte et elle se base sur ce qu'on a déjà vu, cette structure tridimensionnelle des systèmes pluvieux, même si nous, ce qui nous intéresse, c'est la pluie qui est en bas. Pour y accéder, on va aller regarder des choses qui sont plutôt en haut, dans le nuage, et que le satellite permet d'observer. Alors, les premières mesures de pluie, ou au moins d'observation des systèmes précipitants par satellite, elles ont été faites à partir de l'imagerie infrarouge sur les satellites géostationnaires. Donc, typiquement, une image toutes les 15 minutes avec une résolution de 4 km. C'est très intéressant pour regarder la dynamique de ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est même encore mieux résolu en temps et en surface, enfin en distance. Mais ça donne une information uniquement sur en fait, la hauteur des nuages, la température infrarouge des nuages, donc la hauteur. Et on sait que sous les tropiques en particulier, plus un système précipitant a une extension verticale, plus il est haut, plus il y a de convection, et plus il y a de convection, plus statistiquement il pleut. Mais ça, ce n'est pas vrai aux 5 minutes exactement au moment où on observe et à l'endroit où on observe. C'est un lien assez indirect et qui est assez efficace si on veut faire une estimation de la pluie au mois ou à la semaine, en fait. Alors, ce système d'observation d'origine des systèmes précipitants par satellite, ensuite, il a été complété plus récemment par des satellites plus bas, à orbite plus basse que les géostationnaires, qui sont des satellites défilants. Comme ils sont plus bas, ça permet de mettre à bord des instruments qui travaillent à des fréquences plus hautes, donc typiquement le domaine des micro-ondes. Et dans le domaine des micro-ondes, l'eau, il y a une forte interaction entre l'eau atmosphérique et les ondes. Les radars météorologiques eux-mêmes travaillent dans le domaine des micro-ondes. Alors, selon où est-ce qu'on est, si on est sur la mer ou sur la Terre, en fait, on peut utiliser différents types de micro-ondes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que ça apporte par rapport à la vision infrarouge dont je parlais tout à l'heure, c'est que là, on a accès à une information qui est un peu plus basse quand même dans le système précipitant. Ce n'est pas directement la pluie, mais c'est quelque chose qui est corrélé, on va dire, à ce qui est émis par la pluie et puis qui peut être diffusé par des choses qu'il y a au-dessus, donc typiquement des cristaux de glace qui sont au-dessus. Mais avec notre connaissance, en fait, justement, des processus à l'intérieur des nuages, on est capable d'interpréter les images, l'imagerie micro-ondes pour dire il doit pleuvoir dans cette partie ou dans cette autre partie. Donc c'est quand même une algorithmie assez complexe, c'est une mesure extrêmement indirecte, en fait. En fait, la manière dont on estime la pluie à partir de ces satellites micro-ondes, elle passe en fait par une modélisation microphysique, en fait. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer que quand même aujourd'hui, en termes d'observation des précipitations par satellite, on est quand même dans une ère, on est particulièrement chanceux parce qu'on est à l'heure de la constellation Global Precipitation Mission Measurement Mission, qui est une constellation internationale en fait de satellites dédiés à la pluie, dans laquelle il y a ce satellite tropical là, qui est le satellite mégatropique, un satellite CNES-ISRO, donc un satellite franco-indien, et qu'avec cette constellation et puis aussi les nouveaux satellites géostationnaires beaucoup mieux résolus, on a quand même accès par satellite aujourd'hui à une information sur la pluie qui n'a jamais été aussi bonne et puis qui est complétée par une compréhension vraiment accrue de ce qui se passe à l'intérieur des systèmes précipitants qui permet d'utiliser de manière optimale toute cette information. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces plots, là, de ces images qui sont une manière particulière en fait, d'analyser les performances de différents produits pluviométriques satellitaires en les comparant à des données de référence qui sont des données d'un radar météorologique. Et c'est une analyse spectrale. Ce qu'elle met en évidence, en fait, cette étude et d'autres
confirme qu'aujourd'hui, on a quand même atteint un niveau de qualité dans les produits pluviométriques actuels, notamment sous les tropiques, parce que comme c'est convectif, c'est particulièrement facile à voir par satellite, pour simplifier. Et ces produits pluviométriques sont d'ailleurs de plus en plus utilisés en pratique, en particulier pour l'hydrologie tropicale. On commence vraiment à utiliser des données de pluie par satellite pour faire de la prévision hydrologique dans ces régions peu observées par ailleurs. Mais malgré tout, si on s'intéresse à des échelles très fines, c'est-à-dire horaires et infra, et en dessous de 10 km, le satellite a du mal à voir. Le système d'observation satellitaire n'est pas suffisant pour échantillonner toute cette variabilité très fine en fait, des processus nuageux et de précipitations. Et ça, c'est en particulier vrai si on a besoin de pluie en temps réel. Le satellite, actuellement, a quand même certaines limites. Donc, ce système d'observation, il doit être amélioré si on veut vraiment répondre aux enjeux, les enjeux hydrométéorologiques en général en région tropicale, notamment les problèmes d'extrême, le fait qu'il y a un risque accru d'inondation qui est vraiment avéré. Alors, les mesures d'opportunité, qui, à mon avis, représentent au moins une partie du futur. Et on va parler d'un type particulier de mesures d'opportunité. C'est l'utilisation d'un réseau qui, contrairement au réseau de mesures hydrométéorologiques, décroissent. Il y a un réseau qui, par contre, se porte très bien et ne cesse de croître, c'est le réseau de télécommunications. Et dans les pays en voie de développement, il y a un développement, mais alors exponentiel, du réseau de télécommunications mobiles. Donc une multiplication de ce genre d'antennes relais, donc, qui servent à faire passer, c'est à l'intérieur de ces antennes relais qu'est transportée la porteuse qui contient toutes nos données, voix, autres types de données. Alors cette partie, ce qui nous intéresse, c'est la partie hertzienne en fait de ces réseaux de téléphonie mobile. Donc justement ces antennes relais et ce qui se passe entre différentes antennes relais. Une fois de plus, on est dans le domaine des micro-ondes et on a vu déjà que le domaine des micro-ondes, c'est quand même ce sont les fréquences reines, on va dire, pour la télédétection de l'eau, atmosphérique et de surface d'ailleurs. Et donc ce qui se passe, c'est que ces micro-ondes, comme les micro-ondes en général, sont sensibles à l'eau dans l'atmosphère. Et du coup, s'il pleut entre deux de ces antennes relais, il y a des fluctuations entre les puissances transmises et les puissances reçues. Donc c'est illustré ici sur un exemple de données où un opérateur met à disposition des puissances transmises, des puissances reçues, et on peut en déduire en fait une atténuation. Et cette atténuation, on peut la convertir en une estimation de la pluie et puis la comparer à d'autres mesures de la pluie. Alors, cette idée d'utiliser les réseaux de téléphonie mobile pour estimer la pluie, elle n'est pas toute neuve en fait. C'est des travaux qui ont commencé aux Pays-Bas il y a une dizaine d'années. Mais à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, on travaille beaucoup dans les pays en développement justement, et ce qui nous intéressait, c'est d'utiliser ce genre de méthode dans les pays qui ont un vrai déficit d'observation météorologique, dont l'Afrique. Donc on a pu faire des premiers tests au Burkina Faso, parce qu'on était là-bas pour un programme de validation satellitaire en fait. Et à cette occasion, on a pu avoir accès à des données d'un opérateur téléphonique. Alors on a eu un seul lien, une seule liaison, 2 antennes. En fait, ça a quand même permis de tester cette méthodologie, de la valider. Ça a fait pas mal de buzz, parce que justement c'était une première utilisation de ce genre de méthode dans une région particulièrement sensible. Et cette publicité qui a été faite après ce premier travail, qui était quand même limité à un seul lien, nous a permis justement de développer quelque chose de plus ambitieux, de plus intéressant, en essayant de travailler avec un opérateur qui est présent à l'échelle plus régionale en Afrique. Donc on a commencé à travailler avec l'opérateur Orange, et on travaille avec eux depuis 2016 dans plusieurs pays d'Afrique.
Et ça, c'est un exemple d'un des pays dans lesquels on travaille et où on a eu un certain succès. C'est le Niger. Donc on voit ici le fleuve Niger, la ville de Niamey qui est un peu grisée ici, donc c'est la ville de Niamey. Et puis tous les espèces de traits rouges que vous voyez ici, ce sont les liens, donc ce qu'on appelle les liens micro-ondes, c'est-à-dire les paires d'antennes relais auxquelles Orange nous a donné accès, enfin auxquelles il nous a donné accès aux données de puissance transmises et reçues. Alors, Niamey, c'est d'autant plus intéressant pour nous, pour cette thématique hydrométéorologie et risque, parce qu'en fait, c'est une ville qui est très sujette justement à des inondations récurrentes, en particulier depuis une dizaine d'années. Et il est important de mieux comprendre comment ces inondations sont générées, quelles sont les pluies qui leur donnent naissance, leur intensité, etc. Alors, bon, je vous ai expliqué quelle était la théorie, mais entre la théorie et la mise en pratique d'une méthode, c'est pas toujours facile. Donc là, on voit effectivement qu'Orange nous met à disposition à Niamey, ça c'est un exemple de leur fichier, les puissances émises, les puissances reçues entre deux de leurs antennes, et ceci toutes les 15 minutes. Et là, par exemple, on regarde ce lien-là, qui se trouve être à côté d'un pluviographe que l'IRD opère depuis 30 ans maintenant dans cette région de Niamey. Et on regarde ici, alors qu'un événement pluvieux passe, on le regarde au pas de temps de 15 minutes. Donc là, on a à peu près 4 heures de données qu'on voit ici. Et on voit en bleu le signal que voit le pluviographe et en noir celui qu'on a reconstitué grâce à ces informations et avec une relation qui nous permet de transformer l'atténuation observée en pluie. Il faut savoir que la relation entre l'atténuation micro-ondes et la pluie, c'est une relation qui est assez robuste, qui est très connue d'ailleurs des opérateurs de téléphonie eux-mêmes, parce qu'en fait c'est un problème qu'ils ont en fait. Ils configurent leur réseau en ayant accès d'abord à des informations climatologiques parce qu'ils savent que la pluie atténue leurs signaux. Ça, c'est un exemple, en fait, si on regarde sur l'ensemble d'une saison à Niamey, en utilisant l'ensemble du réseau. Et on voit, sur une saison, une fois de plus, on utilise les pluviographes de ce réseau IRD à Makach. Ça, c'est ce qu'on a, nous, reconstitué avec nos liens. On voit qu'on a des biais très faibles, une excellente corrélation à l'échelle journalière. On voit clairement que c'est un excellent, on ne va pas dire point d'observation, puisque c'est un trait, mais un excellent trait d'observation. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas affaire à, justement, un seul lien, mais on a accès à un réseau, et on va pouvoir, justement, spatialiser la pluie et regarder comment elle se distribue à l'intérieur de la ville. Donc là, on observe un système précipitant particulier. Les couleurs ici correspondent à une intensité de pluie et on voit à différents pas de temps comment la pluie est distribuée différemment à l'intérieur de la ville. Donc évidemment, ça c'est le genre d'information qui est intéressant pour les scientifiques, pour comprendre cette variabilité spatiale de la pluie, mais aussi si on donne ce genre d'informations à des gens en charge d'alerte ou de s'occuper de la distribution de transport après un événement important, c'est évidemment une information opérationnelle extrêmement intéressante. Alors on change de pays, mais toujours en Afrique, où là, toujours avec Orange en fait, ils nous ont donné accès à un réseau beaucoup plus étendu, et là on a accès à des données à l'échelle du pays. Et cette image montre bien la configuration assez classique du réseau des téléphonies, parce qu'évidemment, il est d'autant plus dense qu'il y a des clients, donc qu'il y a de la population. Et là, on zoome, par exemple, sur la ville de Yaoundé, et on voit qu'à l'intérieur de cette ville de Yaoundé, on a plus de 300 liens, en fait, donc plus de 300 paires de mesures. Et à l'échelle du Cameroun, on a plus de 1000 liens à l'échelle du pays. Alors, à partir de cette information, justement, sur l'ensemble du pays, on peut cartographier les précipitations. Alors, une méthodologie un peu complexe pour faire ça, mais on peut obtenir des cartes comme ça de précipitations haute résolution à l'échelle du pays. Alors, d'autant plus fine résolution qu'on est dans les zones du pays où on a un réseau assez dense. Et là, c'était un moment particulier en 2016. Il se trouve que le nouveau radar précipitation de la NASA, le radar de GPM, passait sur la zone au même moment.
Et on peut comparer la carte que nous avons restituée avec une carte des précipitations observée par un radar spatial et voir qu'effectivement, bon, les patterns, la structure générale de la pluie et les niveaux sont très compatibles. On voit qu'on a ici un accès à une structure très fine en fait, sur les précipitations auxquelles le satellite n'accède pas. Et on voit évidemment qu'une des voies de recherche extrêmement intéressantes et qu'on commence à développer, c'est fusionner, utiliser de la meilleure manière ces deux types d'informations extrêmement complémentaires. Et donc ça, c'est toujours au Cameroun, mais on se concentre donc vraiment sur l'urbain, sur la ville de Douala et la ville de Yaoundé, une fois de plus. Alors, on a pu mettre en place, là, depuis 2018, un pilote temps réel pour un peu, justement, évaluer l'utilité de ce genre de produit et puis faciliter l'appropriation de ce genre de nouvelles données par les acteurs locaux. Voilà. Donc, en temps réel, on produit ce genre de cartes qui ressemblent quand même pas mal aux cartes radar qu'on a vues au début avec les réseaux de radar Météo France. Alors, ce n'est pas tridimensionnel comme le radar, mais malgré tout, ça permet d'avoir accès à une information finement résolue toutes les 15 minutes et tout ce que cela apporte dans des régions où, une fois de plus, il n'y a pas vraiment de radar météorologique et c'est des régions où on a eu rarement accès à des informations à ce genre de résolution spatio-temporelle. Donc c'est quand même des jeux de données assez exceptionnels qui sont en train d'être bâtis et que parmi les travaux qui sont en cours avec nos partenaires locaux, c'est l'utilisation de ce genre de données dans des modèles hydrologiques, pour notamment des modèles d'hydrologie urbaine, pour essayer de simuler des problèmes d'inondation urbaine. Voilà, donc pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit, donc l'estimation de la pluie à partir des réseaux de téléphonie mobile, c'est un exemple de mesure d'opportunité, mais il y a d'autres exemples de mesure d'opportunité. Alors pourquoi c'est une mesure d'opportunité? Vous l'avez compris, c'est parce qu'en fait on demande une information à un opérateur extérieur, avec les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Bon, les avantages, c'est qu'évidemment, du coup, on n'a pas à maintenir un réseau, puisque le réseau est maintenu par quelqu'un d'autre. Ensuite, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, on n'est pas propriétaire et on n'a aucun droit sur les données. Alors là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir trouvé des opérateurs qui ont envie de nous accompagner dans une recherche sur ce type de méthode, et ils ont envie aussi de comprendre un peu le potentiel que ça aurait. Dans les tropiques en particulier, on a quand même d'excellents résultats quantitatifs. Ce qui est intéressant avec ce genre de méthode, c'est qu'elle marche d'autant mieux que les pluies sont fortes, en fait. Alors, si on veut détecter de la bruine ou du brouillard, on est en limite de détection. Par contre, plus les pluies sont intenses, plus on les détecte bien. Et donc ça, justement, pour des applications de type risque hydrométéorologique, etc., c'est extrêmement intéressant. C'est aussi des méthodes qui sont très prometteuses vu les évolutions qui sont attendues des réseaux de téléphonie eux-mêmes. Parce qu'en fait, vu qu'il va y avoir des besoins, enfin, ou du moins une offre de plus en plus accrue de connexion, avec des possibilités de faire de la vidéo tout en étant mobile, etc. Il y a des énormes demandes d'augmentation des bandes passantes en télécommunication, et donc ça veut dire qu'il y a ça demande une augmentation des fréquences qui sont utilisées, et ces nouvelles fréquences qui seront utilisées par les opérateurs, elles seront d'autant plus sensibles à la météorologie, et en plus les points, c'est-à-dire les antennes vont se multiplier, alors pour notre joie ou pas, mais en tout cas ça fait des points de mesure additionnels du point de vue météo. Et bon voilà, c'est une solution, je disais, verte pour répondre aux enjeux croissants des risques hydroclimatiques dans les pays et les grandes métropoles tropicales, puisqu'on n'a pas à développer une nouvelle instrumentation, elle est là, donc c'est ça qui est quand même très intéressant. C'est une recherche qui, à ce stade, est extrêmement ouverte, en fait, parce que c'est quand même assez nouveau qu'on ait accès à ce genre de données. Donc nous, on a fait pour l'instant des choses assez basiques qui visaient à démontrer que ça marchait, notamment pour que l'opérateur continue à nous donner ces données. Et parmi les recherches qui sont ouvertes, il y a comment fusionner ces données d'un genre très particulier avec d'autres données, parce qu'on est quand même habitué, quand on fait de la fusion de données dans le domaine, on va dire, atmosphérique, à avoir
typiquement des carrés ou des cubes qui sont ce que nous donne le satellite, et des points qui sont ce que nous donne le pluviomètre. Et là, on a des traits. Donc c'est un nouveau style de données, et en plus des traits complètement hétérogènes. Donc bon, ça crée des questions intéressantes. Donc autour du problème de l'interpolation, et puis voilà, au problème de toutes les nouvelles méthodologies de traitement, intelligence artificielle qui pourraient être faites sur ces données, mieux qualifier les incertitudes et leur structure. Et puis, bon, il y a une question qui se pose, hein, c'est comment ces données pourraient être assimilées dans des modèles de prévision hydrométéo. Donc là, plus on a de données, plus on pourra commencer à s'attaquer à ces questions. Alors, ce qui est clair, c'est ce que je disais, hein, c'est l'inconvénient, c'est l'autre côté de la face, hein, de la pièce. Il faut arriver à créer des partenariats durables avec les opérateurs qui sont quand même propriétaires des données pour arriver à pérenniser justement ce flux de données. Donc il faut trouver des modèles de type gagnant-gagnant. Il faut les intéresser. Donc j'ai mis ce terme volontairement ambigu parce que ce qui serait évidemment mieux pour la communauté scientifique et pour la communauté des utilisateurs, c'est de les intéresser autre que financièrement, c'est-à-dire qu'eux-mêmes voient un bénéfice en fait à continuer à mettre à disposition ce genre de données, notamment parce que justement, comme la montée en fréquence de leur réseau les rend eux-mêmes plus sensibles aux phénomènes météo, il est possible qu'en fait qu'ils soient intéressés par des espèces de collaboration et d'échanges long terme, d'expertise. En fait. Donc c'est un peu ce qu'on espère. Voilà, c'est un exemple de nouveaux types d'approches pour l'obtention de données environnementales, mais autour des télécommunications, de l'Internet des objets, etc. Il y a beaucoup d'autres exemples qui pourraient être donnés. Je n'ai pas le temps de les présenter. Et donc, je vais m'arrêter là.